Salut les potes, du coup, c'est Capette, sans Aigri, sans Picsou. On savait pas si on l'a lancé cette petite émission. Au final, je la lance tout seul. Écoutez, cette semaine, moi, j'étais très focus sur l'écosystème du YDX et Cosmos. J'ai bien entendu suivi ce qui se passait, mais c'est vrai que, voilà, je vais pas vous mentir, c'est une semaine qui est extrêmement plate. Déjà, si tu fais le point sur ce qui s'est passé cette semaine, on a quand même rapidement du mouvement sur le narratif des crypto IA, je dirais, avec BitTensor, Fed, un mystère. Qu'est-ce qui se passe sur Fed? Je ne sais pas. Render, mais voilà, on a trois players sur le narratif IA quand même qui ont performé un peu cette semaine et le bon vieux Hyperliquid. Et après voilà, ça patine, Solana qui rebondit un petit peu, mais c'est tranquille. En direct de Dubaï, bien entendu. Voilà, et quand on fait le point un petit peu plus dans une tendance de fond, on se rend compte que on a des performeurs qui se moquent de nous. On a Fartcoin qui pump, Force, un truc sur la BSC, je ne connaissais pas l'existence. Core qui a un layer 2, entre parenthèses, sur Bitcoin. Story qui est sorti récemment, donc je le compte pas là-dedans. Et l'or, évidemment. L'or qui monte aussi. Mis à part ça, c'est sur les 60 derniers jours, c'est d'une violence absolument inoubliable. Voilà, avec Mantra qui a chuté, donc on a eu des nouvelles. Voilà, on a eu le CoffeeZilla qui nous a fait une petite émission avec le CEO de Mantra, où le CEO de Mantra nous explique ouais, non, c'est pas un scam, mais c'est vrai que ça s'est pas passé comme prévu, mais tranquille, on va burn une partie de nos jetons et puis ça va restaurer la confiance. Bon, je pense pas qu'il y a eu de volonté de nuire, clairement, c'est juste que les gars ont joué le pump de l'argent magique d'internet habituel, c'est-à-dire que ils ont vendu des jetons en OTC, donc c'est des jetons qui n'ont pas créé de pression vendeuse, et avec l'argent qu'ils ont amassé, ils s'en sont servis pour demander au market maker d'acheter du jeton, donc ça crée de la pression acheteuse, mais forcément tu crées une pression acheteuse un certain temps, mais à un moment donné, la tendance peut se retourner, et c'est ce qui s'est passé, la tendance s'est retournée, donc on attend toujours des communications de la part des exchanges, notamment OKEx je crois, sur cette histoire, mais je pense pas qu'il y ait eu de grand complot, c'est juste un concours de circonstances avec un marché extrêmement liquide qui a fait que au final le Mantra il s'est pété la gueule. Alors est-ce qu'il va rebondir? J'en sais rien, peut-être qu'il rebondira, il y a peut-être un monde où ça rebondira, mais j'y crois pas des masses. Voilà. Ensuite, Pi, moi, Pi, évidemment, je vous ai toujours... Merci beaucoup, Rambo. Pi, évidemment, je vous ai toujours dit que ça pue. Enfin, pour moi, le projet... Déjà, c'est quand même un miracle qu'ils aient sorti un jeton après toutes ces années, mais pour moi, il n'y a pas de projet au final. Donc, évidemment, il est sorti extrêmement capitalisé. Cette capitalisation, aujourd'hui, se retourne. Ensuite, on a Lido qui font... Mouvement, alors Mouvement, ça fait partie des jetons qui sont sortis assez récemment, qui techniquement sont intéressants, mais où on a l'impression que la sortie du jeton s'est très très bien passée avec la tendance, voilà, Trump qui devient président... On spécule avant son investiture, etc. Et puis progressivement, ça fond. Et puis comme à peu près tous les altcoins qui sont sortis, ça fond comme le sucre en fait. Voilà. On me dit dans le chat d'ailleurs des Pi dans 10 jours qui vont se débloquer. Donc ouais, il va y avoir probablement de la nouvelle pression vendeuse qui va arriver. Voilà, je continue un peu sur les jetons. Après, t'as Trump qui commence à pouvoir débloquer des jetons. C'est quand même un mystère qu'il soit toujours à $8, mais bon, pourquoi pas. Puis, les jetons de l'écosystème Solana, alors Raydium évidemment, puisque ils dépendaient beaucoup du succès de PumpFun, et PumpFun a annoncé qu'ils allaient avoir leur propre gestion des liquidités, donc Raydium, ils l'ont pris un petit peu dans les fesses pour rester poli. Pour contrer ça, Raydium nous a annoncé avoir son propre PumpFun-like, mais bon, je pense que le marché s'en fout, c'est juste un instinct de survie. Pour moi, Raydium, c'est road to zero, après je peux me tromper, mais ça pue pour eux. Theta, pour ceux qui connaissent, c'est un projet qui a changé 1000 fois de narratif. Là, maintenant, je crois qu'ils sont un peu plus branchés sur l'IA, le stockage décentralisé. Bref, on n'arrive pas à les suivre. Bref, tout est bon pour essayer de maintenir le prix du jeton à peu près, mais pour moi, Theta, peu d'avenir. Désolé, pour le moment, je suis pas très vendeur sur ce qui se passe du côté des altcoins, mais je vous fais la vérité. Ensuite, à AV, qui pour le coup est un très bon projet. AV, d'ailleurs, sur la chaîne de Coin Academy, Aigri vous a sorti une vidéo cette semaine, qui est top, qui est franchement l'altcoin le plus sous-valorisé. Alors évidemment, sous-valorisé, sous-coté, c'est pas un conseil d'investissement, c'est plutôt exposer notre avis sur le fait qu'AV c'est un produit qui a énormément de TVL, qui a des vrais utilisateurs, qui sert clairement à quelque chose, qui en plus de ça fait évoluer sa tokenomics, l'utilité de son jeton. Donc on comprend pas trop pourquoi il est entre parenthèses que 41e face à des infras qui limitent à elles seules ont moins d'utilité qu'AV. C'est-à-dire qu'on surcote les infras et on sous-cote les applications. Donc il y a une théorie, on va appeler la fat app thesis dont parle Joestar notamment, qui est de se dire qu'à un moment donné, les apps vont être mieux pricées
bah justement par rapport à leur vraie utilité, et que à l'inverse les infras vont fondre. Peut-être, moi je mets des réserves par rapport à ça. On me dit dans le chat Mantra, c'est le troisième scam de Jules Mélin sur la même méthode. Ok, je ne savais pas. J'ai pas lu à ce sujet-là. Et désolé, t'as pris 120 secondes de ban, c'est le bot qui banne les liens, mais t'inquiète, tu vas pouvoir recommenter dans 2 minutes. Salut Capet, j'avais une dizaine d'alt et là je me suis concentré, 80% BTC, ETH, 20% Sol. Hype, t'en penses quoi? Moi je pense que c'est pas mal. Hein. Après, voilà, t'as fait 80% BTC, ETH. Il y a ce doute qui plane sur ETH, honnêtement. C'est vrai que je suis désolé de faire partie des gens qui FUD un peu Ethereum en ce moment, mais simplement je suis un peu fatigué en fait. En fait, je comprends la vision. La vision, c'est la décentralisation, c'est on reste focus, on voit long terme, on voit sur plusieurs années, ça je le comprends totalement. Mais moi, ce qui m'agace, c'est que qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vision long terme sur plusieurs années et en même temps comprendre les besoins et s'adapter à tes utilisateurs. Donc, essayer de proposer une meilleure UX tout simplement, ou essayer d'aller voir des gens qui créent vraiment des applications et de les aider et pas seulement rester entre geekos qui font de la tech. Moi, c'est ça qui me fatigue un petit peu. J'espère que ça va changer. Voilà, simplement. Ensuite, je continue sur les players qui font comme le sucre. Bon, bah, du Mincoin. Uniswap, bah, dans la même veine qu'AAV, Uniswap qui font. Comme quoi, tu peux avoir un projet de merde qui pump ou avoir un bon projet qui dump. C'est vraiment, vraiment fatigant, ce marché. À ce sujet-là, c'est très, très, très fatigant. Voire, ça m'énerve. Parce que ça change jamais, en fait. Ce marché ne changera jamais. Et on dira, les maxis avaient raison. Et d'une certaine façon, oui. Faut le dire, les maxi ont raison, c'est Bitcoin, il fait son chemin, mais à l'exception de Bitcoin, les alts, c'est terrible, c'est absolument terrible. À l'exception, évidemment, de Sol, en ce moment, qui s'en sort pas trop mal, on va dire. Hype aussi. Donc Sol, je dis qu'il s'en sort, c'est sûr que par rapport au top, il s'en sort pas. Mais il faut voir d'où il vient, hein, Solana. Hein. Il a chuté autour des $8 à un moment donné, hein, le Solana. Hein. Donc là, le retrouver à $136 après tout ce qu'il a vécu, c'est quand même beau. Et puis même par rapport au fait récent, bon bah il est descendu jusqu'à 96. Je suis désolé de tousser, je ne sais pas pourquoi je tousse. Voilà, il descendait jusqu'à 96, il est remonté jusqu'à 140, ça va à peu près. Mais ce qui est intéressant sur ce très court laps de temps, parce qu'on est le quoi? On est le 20 avril. Quand on a chuté très bas, on est allé en dessous des $10 sur Hyperliquid. Ceux qui sont allés acheter l'Hyperliquid en dessous des $10 sera plus 80% depuis le bottom. Et c'est plus ou moins la même chose sur les big players du moment en IA. Regardez, si tu prends BitTensor, FET, Render, que tu te places sur un mois et que tu regardes le vrai bottom, bah tu te dis voilà, par exemple on a eu un bottom à 170 à peu près, on a quasiment fait x2 depuis le bottom sur BitTensor. C'est la même chose pour FET et c'est la même chose pour Render. Alors pourquoi je me permets, je propose qu'on arrête les discussions posées juste après on discute tous ensemble avec grand plaisir. C'est juste que là j'avais quand même préparé quelques trucs, donc je voulais vous en parler. En gros, malgré cette ambiance morbide sur les alts, en fait ambiance morbide qui est reflétée par l'ambiance sur Ethereum, comme on vous le dit à chaque fois, si Ethereum se passe bien, ça se passe bien sur les alts. Là, ça se passe pas bien sur Ethereum, ça se passe pas bien sur les alts. Mais il y a des petites exceptions qui peuvent plus ou moins s'expliquer. Solana, bah c'est comme d'hab. Solana surperforme Ether. De toute façon, quand tu fais ETH Sol, tu le vois. Tu fais une vidéo YouTube où tu discutes avec le chat Capet. Les deux. Parce qu'après, ce sera la masterclass qu'on remettra sur YouTube. Pour ça, je pense un petit peu aux deux. Voilà, mais en gros, Sol ETH, on a un Solana qui surperforme progressivement Ethereum. Hein. C'est une tendance de fond depuis fin novembre 2022, en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la question se pose progressivement. Pourquoi hold de l'Ether quand Sol existe? Je parle purement d'un point de vue capitaliste, spéculatif. Je parle pas d'un point de vue idéologique, cyberpunk, tout ça. Voilà. Et on a du coup ce narratif IA qui arrive pour les plus gros players à surperformer largement l'Ether. Voilà, BitTensor, et Render. Et comme on me le disait dans le chat aussi, le Solayer qui fait son bout de chemin, c'est assez impressionnant. À moitié choqué. Après, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Voilà. Moi, je vais vous dire exactement mon tableau et après je discute avec le chat. Donc préparez les questions. Voilà. En gros, moi, vous le savez, je suis toujours très friand de l'infra. Parce que l'infra, historiquement, on fait des sous en infra, pas toujours, mais on a tendance à surperformer une majeure partie des altcoins. Il y a toujours du potentiel sur l'infra. Et sur le papier, Solayer, c'est ce qui se fait de mieux en infra. Et j'insiste sur le papier. C'est-à-dire que sur le papier, ce sera plus performant que MegaETH, que Sous Network, que tout ce qui est en surcouche de Eigendier, que Fuel, etc. Je pense que du coup, les OG Solana qui suivent un petit peu ce qui se passe sur Solana, bêtent sur Solayer. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de pression vendeuse sur Solayer puisque
Ceux qui ont pu investir sur BuildlePad, ils ont pas pu mettre des gros tickets et ils ont débloqué 100% de leurs jetons tout de suite. Donc la pression vendeuse, en fait, elle a été instant. Vous voyez, ça a listé, ça a dumpé. Ceux qui avaient envie de dumper ont dumpé. Et depuis, c'est que de la pression acheteuse, on va dire naturelle. Je mets des guillemets sur le naturel parce que potentiellement, c'est des market makers qui font le boulot. Mais voilà, ceux qui ont pu investir sur Solayer, sur des rounds privés, n'ont pas accès à leurs jetons. On en fait partie d'ailleurs avec l'équipe Coin Academy. On a pu rentrer en private sale. Vous voyez, on n'est pas prêt de voir nos jetons puisque ça va commencer à se débloquer en février 2026. Un an après. Donc voilà, il y a toujours quand même quelques infras, quelques altcoins qui surperforment. Est-ce que ça va durer? J'en ai pas la moindre idée. Évidemment, tout le monde doute. Je pense que même les plus aguerris sur ce marché doutent. Mais j'insiste quand même sur un fait. Même si ça pue, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça X fois. Et à chaque fois, on nous dit c'est fini. Ether, c'est fini. Les altcoins, c'est fini. Road to BTC ou alors on quitte les cryptos. C'est du vu et revu. Maintenant, la question, elle est, est-ce que là, on a un bottom absolu où on a eu le bottom absolu il y a 2 semaines et maintenant, c'est que up only progressivement? Ou est-ce qu'on va fondre plus bas? Je sais pas. Toujours est-il que si tu te projettes sur 14 jours, 1 mois, voilà, la capitalisation globale des crypto-monnaies, elle baisse pas spécialement, elle monte pas spécialement. Ça reste stagnant. Et en fait, c'est ce stagnant qui vous empoisonne parce que ça baisse un petit peu depuis le début de l'année, mais depuis 1 mois, c'est stagnant. Ça vous empoisonne parce que vous dites, voilà, c'est fini. Moi qui pensais qu'avec Trump et compagnie, ça allait monter, et j'en fais partie, je pensais que ça serait un petit peu plus bullish que ça. Voilà, c'est terrible. Du coup, maintenant, le chat, je vous propose d'échanger ensemble. Moi, je me suis noté plein de trucs, comme d'hab, évidemment. Mais on fera le point sur ce que je me suis noté après. Je pense que là, c'est l'occasion de discuter ensemble. Et pour ouvrir la discussion, parce que je sais que si je vous dis, ouais, parlez dans le chat, vous allez pas le faire. Depuis combien de temps vous êtes dans les cryptos? Voilà, dites-moi chacun dans le chat depuis combien de temps vous êtes dans les cryptos. En plus, le chat, il affiché en direct, donc tout le monde va pouvoir le voir. 2021, voilà, donc on a que des anciens. Et en fait, on a surtout des gens qui ont déjà gagné de l'argent en crypto, j'ai l'impression là. C'est ça en fait. Tous ceux qui sont arrivés après 2022 se sont fait déchirer, on les a sortis en fait. C'est un truc de fou. Regardez le chat. Déjà, ça parle pas beaucoup dans le chat. Parce qu'on est moins que d'habitude, évidemment. Mais ouais, c'est très violent. Très violent ce qui se passe. Rug par Ether. Ouais, il y en a qui ont bien bête sur Ether et qui sont déçus. Je comprends totalement. Et maintenant que vous m'avez dit depuis combien de temps vous êtes dans les cryptos, dites-moi sur quel crypto au singulier vous avez fait le plus de fric. Voilà. C'est toujours un peu subjectif parce que ça dépend au moment où t'as vendu, ça dépend si tu hold toujours, voilà, mais voilà. Donc je le dis à la voix haute, on a du Rune, Ether, Bitcoin, Cpool, Hype, Sol, Link, BTC, Shiba, BTC, Sol, Doge, BTC, Sol, BTC, Sol, BTC, Sol. Je vois plus de Sol que de TH. BNB, Cake, Saga, Airdrop Saga, ok, très intéressant. Render, Maker Solana, Matic, BTC, Sol, Crow, ok. Ça compte si on n'a pas retiré? Oui, ça compte. Voilà, parce que t'as quand même le pouvoir de retirer. C'est-à-dire là, si tu sors, c'est bon. BTC, Airdrop Cosmos, ok. Solana, on a quand même OM. Putain, ok. Tu trolls ou c'est réel, Wanda? BTC, Inch, ok. Sol. Beaucoup de Sol, beaucoup de BTC. Et je pense que c'est ça qu'il faut en retenir pour le moment. J'ai eu qu'un seul hype d'ailleurs, pour le moment. OM a fait un sacré run. Je sais, mais fallait retirer. NFT. Voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui te fait gagner de l'argent, t'as envie de rester dessus, et ce qui t'en fait perdre, t'as envie de le quitter et de plus y mettre les pieds. Et c'est là où Ether a intérêt de se réveiller vite. Encore une fois, je distingue bien le prix de la tech, mais pour moi, quand t'es dans le marché des cryptos, le prix va avec la tech, le tech va avec le prix. Et si tu veux distinguer les deux, pour moi, c'est mon avis, voilà. Faut changer de marché. Faut pas faire de la crypto, faut faire de l'open source. Et je l'ai déjà dit dans une émission, je le redis, tu fais un projet open source. Si t'as la maîtrise de la tech, tu vas voir des entreprises, tu vends des prestations privées, tu gagnes de l'argent, mais tu fais pas de token. À partir du moment où tu fais un token, t'as des comptes à rendre. Tu penses swap des Ethers en hype, c'est un bon move, je sais pas. Peut-être. Ou alors, tu sais, tu coupes toujours la poire en deux. C'est-à-dire, si t'avais des Ethers, et tu gardes une moitié d'Ether et t'en mets une moitié en hype. Je ne troll pas, tu sais, et heureusement que j'étais obligé d'en vendre et que j'ai récupéré 2 fois plus pour ce qu'il reste par contre. Ok. Tant mieux, on est content pour toi. Et tu penses quoi du Fat Protocol Tezis Joestar? Moi sur le papier pourquoi pas, mais je demande à voir. Parce que le problème que j'ai, pas avec Joestar, mais avec le marché des cryptos, le problème que j'ai avec le marché des cryptos, c'est qu'on peut avoir des belles théories, mais ensuite il y a la pratique.
tu peux par exemple te dire ouais la privacy, tout le monde a besoin de privacy et pour autant Monero et Zcash c'est clairement pas des cryptos qui ont surperformé. Donc tu peux dire oui parce que pas listé sur les exchanges et tout machin. À la fin c'est le marché qui a raison et le marché n'a pas valorisé ces thèses-là. Tu vois, la privacy n'a jamais été valorisée. Pareil, c'est clairement pas AAV et Uniswap qui prennent la caisse actuellement. Ça reste l'infra, tu vois. Donc, quand j'aurai des preuves via le prix que ces applications, elles sont capables de surperformer les infras, là, on pourra revoir la copie. Mais pour le moment, c'est pas le cas. NFT, on n'en parle plus en général. Bah oui, on n'en parle plus parce que les NFT ont fondu comme le sucre. Et à part ceux qui ont vendu très trop ou qui ont fait des collections NFT ou des marketplaces de NFT, tous ceux qui ont spéculé sur les NFT à des exceptions près se sont fait déchirer. Donc, évidemment qu'on n'en parle plus. Et AI16Z, c'était l'achat de l'année. Ouais, non, mais ça, on s'en fout, les gars. Moi, je fais pas la chasse à qui a dit ouais fallait acheter ça ou j'y crois ou machin. Je veux dire on s'est tous plantés hein. Avoir des convictions c'est ok, moi j'ai pas de problème avec ça. Ce qui est un peu plus dérangeant cependant c'est quand ça envoie des gens au casse-pipe et que ces gens au casse-pipe se font déchirer. Bah ça c'est un autre problème. Mais ceux qui ont fait all-in sur AI16Z je pense qu'ils l'ont un petit peu cherché. En tout cas vous noterez que par les temps qui courent j'ai été clairement moins présent sur Twitch pendant peut-être un mois et demi et niveau viewer ça m'a mis une déchirée. Là on est 160, d'habitude on est plus de 150-300, ça va aussi avec le prix et c'est de ma faute et c'est pour ça que déjà je vous remercie ceux qui sont toujours là d'être là. Et maintenant que je suis bien équipé, quoi qu'il arrive, j'essaie d'être un maximum présent. Et je vous l'ai dit dans une autre émission, je vous le redis, là je suis sur un PC portable en ce moment, je suis à l'hôtel, c'est un peu la galère. Mais mon matos, il est trop bien. Je prends trop de plaisir à bosser dans des conditions, c'est le feu. Donc merci encore une fois. On sait que Picsou cuve, non, bah là Picsou il s'est fait kiffer. Il était au karting aujourd'hui, tu vois, avec l'équipe. Ils sont allés à l'aquarium de Dubaï, ils ont kiffé, ils sont en mode kiff. Puisqu'après il y a Token 2049, donc ça va être beaucoup de networking, donc ça va être boulot intensif. Donc là ils ont raison de kiffer. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait mon déménagement, j'ai fait mon mariage, etc. Donc j'étais moins présent. Maintenant je suis posé, donc c'est à moi de travailler. Un plaisir de suivre dans toutes les conditions. Ouais, c'est important. C'est important les gars. Quelles sont les news de ton côté? J'étais pas présent. Et ben les news de mon côté, merci beaucoup pour le sub. C'est simplement extrêmement déçu du marché, évidemment. Faut le dire, hein. Très déçu des performances du marché, mais pas surpris pour autant. Voilà, c'est ce marché, tout va très vite à la hausse, donc tout va très vite à la baisse. Et que quand tu relativises un petit peu, bah tu te dis voilà, on était au niveau de prix, on est au niveau de prix de cet été, quand l'été s'appuyait des fesses, voilà, pour Solana. On est à quel niveau de prix sur Ethereum si on devait la dernière fois qu'on a vu ces prix-là, voilà, c'était en octobre 2023. Ok, très bien. Et puis Hype, on peut pas comparer. Après, on a le BNB de Binance qui tient bien. Hein. Acheter de l'Ethereum maintenant, ça va rattraper ton couteau. Alors, je vais te répondre très sincèrement, et j'insiste sur le fait, c'est pas un cost d'investissement, juste fais ce que tu veux de cette information-là. La question est très simple. Si tu oublies ce que tu lis sur Internet, le bruit, le FUD, les critiques, les machins, et que tu reviens à que tu connais de ce marché, ce que tu sais. Est-ce que Ethereum est une opportunité pour toi ou pas? Tu vas me dire, ça m'avance à rien ce que tu me dis. Bah si, parce que si on fait l'histoire d'Ether, alors on va faire même l'histoire bien comme il faut. Hein. T'as eu The DAO, voilà, et puis c'est parti en cacahuète. L'Ether a fondu comme le sucre. Ensuite, tu as eu le bull run de 2017 avec un top magnifique à plus de 1400 balles et on est tombé à 80 $. Les gens se disaient Ethereum, c'est finito. Ensuite, on a fait une poussée jusqu'à 4500 $. C'était le top de marché et c'est descendu jusqu'à 800 $ de mémoire. Et à ce moment-là, les gens disaient ouais, ça va tomber à 400 $, c'est finito. Et là, actuellement, la critique, elle est autre. C'est juste qu'on on reste sur notre fin par rapport au narratif des Layer 2, etc. Mais on est quand même à 1500. Donc encore une fois, par rapport au top de marché, ça a bien fondu. Par rapport aux attentes, ça a bien fondu, mais c'est clairement pas la première fois qu'on voit Ether se faire chier dessus. La seule différence avec avant, c'est qu'avant, on comparait Ether à Bitcoin, et aujourd'hui, on compare Ether à Solana, Hyperliquid, Sui, et que du coup, il y a moins ce côté prestigieux du numéro 2. Il est toujours numéro 2 en market cap, mais il y a des données qui font remettre les choses en question. Je pense notamment à... Attends, ce que j'ai noté tout à l'heure... J'ai noté un truc hyper intéressant. Voilà, c'était la staking market cap. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin, comme on dit. En gros, tu peux voir le staking market cap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends la capitalisation totale de marché d'un actif, comme par exemple celle d'Ethereum ou de Solana. Ensuite, tu vois combien de tous les jetons sont stakés. Donc, on sait que 28% de tous les Ethers sont stakés. Et 65% de tous les Solana sont stakés. Et du coup, bah, si tu prends le total des fonds qui sont stakés,
et bah au final, t'as plus ou moins le même total entre Solana et Ether. Sur Ether, c'est vraiment Monsieur Tout le Monde qui stake. Alors que sur Solana, t'as quand même la fondation qui a dû subventionner un paquet de validateurs en délégation. Donc moi, j'aimerais bien savoir exactement. Je pense que cette info, on peut la trouver. Je l'ai pas cherché pour être honnête avec vous. J'aimerais bien savoir combien de milliards ont été délégués par la fondation et combien de milliards de dollars réels sont stakés par la communauté Solana. Donc c'est juste ça la donnée qui est importante. Cependant, faut quand même se dire que Solana ça pèse lourd, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Tout le monde a compris que Bitcoin, il n'y aura que lui dans sa catégorie. Bah oui, évidemment. Mais c'est pas parce que Bitcoin, il n'y a que lui dans sa catégorie que tous les altcoins sont à jeter à la poubelle, tu vois. Moi, je reste un shitcoin convaincu et peut-être que ça me perd déjà un petit peu. Non, je déconne. En vrai, ça va, mais je reste convaincu qu'il y a toujours énormément de potentiel sur les altcoins. Je pense que mes layers vont dépasser Lido. Ah oui, toi tu dis Los Thermos, hein. Donc on a 2 milliards de FDV sur layer. Il y en a combien sur Lido? Merde, pardon, c'est pas le bon Lido. Pour le Lido, ah ouais, on est à 700 M de FDV, mais en fait c'est une folie la layer ce qui se passe. Est-ce que layer est surcapitalisé ou pas? Je sais pas. En fait, par rapport à la tendance de marché, ça fait peur parce que c'est vrai que le marché il a tendance à vraiment mettre une secouée aux altcoins, mais d'un autre côté sur le papier Solayer ça a l'air d'être vraiment béton. Donc pour moi Solayer c'est le petit frère de Solana, tu vois, c'est ce qu'on attend du sidechain, c'est vraiment pousser les performances à l'extrême. Et tant qu'on n'a pas Mega ETH qui est sorti avec le jeton, on n'a pas vraiment de point de comparaison parce que je pense que si la Mega ETH sortait, il aurait à peu près la même FDV que Solayer. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on sera à 2 milliards des deux côtés. Qu'est-ce qui différencie cependant Solayer de Mega ETH? Et ben Mega ETH c'est uniquement un environnement d'exécution où tu vas justement faire des roll-ups, etc. Alors que Solayer c'est un environnement d'exécution et c'est un protocole de restaking. Même s'ils parlent plus trop de la partie restaking, ils feront les deux. Donc tu prices les deux. Layer va suivre. On verra. Franchement, ça peut monter, ça peut descendre. Pour Layer, j'ai pas d'avis. Je suis extrêmement mitigé. Je vous dis juste que moi j'en ai et que je peux pas les vendre parce que je suis log jusqu'à février 2026. Mega ETH serait à 4B, je dirais. Ah ouais, tu mises gros toi, hein. Parce que faut pas oublier l'ambiance morbide sur le marché actuellement. C'est ça le problème. C'est que Mega ETH avec un Ether à 3000 $, oui, je te dis Mega ETH est à 4 milliards. Mais le problème, c'est que ETH actuellement est à 1600 $, tu vois. Hyperliquid a-t-il résolu les défaillances au niveau du protocole pour empêcher manipulation? Je crois que oui, ils ont mis des filets de sécurité supplémentaires. Et on va voir très vite si ça a tenu. C'est simple, s'il n'y a pas de scandale dans les semaines qui arrivent, c'est qu'ils ont bien géré les réglages. S'il y a d'autres scandales, bah, ça pue, quoi. Il y a combien de jetons en circulation sur Solayer? Je regarde ça tout de suite. On est à 210 millions, donc 21% des tokens qui sont en circulation. Je reprends rapidement mes notes, je continue de vous lire le chat, vous inquiétez pas, je fais pas de cours magistral sur cette émission. Voilà, donc après au niveau des inflows BTC, bah ça reste comme les altcoins, ça reste stagnant en fait. C'est pour ça je pense que le marché il a besoin de signaux positifs, comme des inflows qui remontent en flèche. C'est pas le cas actuellement. En fait ça baisse pas, ça monte pas, c'est stagnant, c'est l'emmerde, on s'ennuie. Excusez-moi d'être vulgaire. C'est l'ennui. Donc ça c'est sur BTC et je pense que pour Ether c'est à peu près la même chose. Ouais, peut-être ça baisse un petit peu sur Ether, mais ça baisse vraiment légèrement. Donc c'est juste l'ennui en fait. Ensuite on a toujours dans les infras, on a Initia qui sort son mainnet le 24 avril. Bonne chance à eux. Alors Initia en gros l'idée c'est d'avoir une machine virtuelle, c'est d'avoir plusieurs types de machines virtuelles dans un même environnement. Un petit peu comme Move hein, d'ailleurs. Pourquoi il fait ces bizarreries là? L'idée c'est que du coup tu veux construire une application soit sur la VM Move je crois, soit sur la VM ou alors c'est celle de Solana, soit sur celle d'Ethereum, etc. Bah ça marche. Mis à part ça, est-ce que les perfs sont en rendez-vous? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un écosystème qui va se construire? Je sais pas. La seule chose qui a l'air d'être bien passée, c'est qu'ils ont fait une levée de fonds via Echo, donc du coup c'est pas trop une VC chain, c'est quand même pas mal de gens de la communauté qui ont pu investir. Donc moi je vais regarder de loin, j'ai pas l'intention d'en acheter, mais très curieux de voir ce que ça peut donner. J'ai pas regardé par contre sur Whales Market si tu peux déjà spéculer sur le prix. Mais Initia, ça va faire partie des trucs à regarder par curiosité, ça donnera un peu la température du marché, tu vois. Des mecs comme nous sur Ether, on a quand même une grosse paire de couilles. Ah, c'est clair, hein. Peut-être que ça paiera. Tu vois, d'ailleurs dans la même veine, Hyperlane, là ça baisse, hein. Et je pense que la FDV baisse parce que de ce que j'ai lu de Pasher, il semblerait que les gens qui en farment l'airdrop Hyperlane sont très déçus. Donc le signal n'est pas très positif. Et non, effectivement, dans les pré-market, je ne vois pas d'Initia. On a Bullix, Zora, Doodles. On sortit un jeton Doodles, ok. Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Bon bref, il y a quelques jolies cartes en ce moment. Ouais, faut aller les chercher quand même, hein. Les jolies cartes, il y en a, mais
Elles sont peu nombreuses. Hein. Ensuite, Injective qui va nous sortir une grosse mise à jour encore, visiblement, avec un gros boost de performance. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est basé sur le Cosmos SDK, qui gère plusieurs machines virtuelles aussi. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'ils aient un très gros écosystème, hein. Mais ils avaient fait un beau run à l'époque. Donc il y a quand même des gens qui sont accrochés à ce bag-là parce que il y a eu une paire sympa sur Injective. Ouais, voilà. Il n'y a pas de TVL. Il y a que dalle de TVL, évidemment. Leur Dex Helix, il se passe rien dessus. Pas de volume, il y a que dalle. Et je regarde la chart d'Injective. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Chart d'Injective, ouais. Bon, bah, ils se sont fait déchirer comme les autres, en fait. Hein. On revient sur des niveaux de 2023. T'es acheteur sur Hype, sinon pourquoi? Alors moi, je vais te répondre. Je suis pas sur Hype parce que j'ai choisi Sol pour la sécurité. J'ai manqué de couilles. Voilà. Si Sol n'existait pas, j'aurais pris du Hype. Mais en gros, j'ai pas voulu décaisser les Ethers qui me restent. J'ai voulu être sur Sol. Je suis aussi sur Sol ailleurs. Après, j'ai beaucoup de mes fonds qui restent bloqués sur des private sales, ce genre de choses. Et si j'avais eu plus de liquidité, j'en aurais mis sur Hype. Mais je suis pas assez liquide. Donc du coup, tu vois, ça fait ETH, BNB, Sol, Ether, enfin Ether, Sol, Ether, Sol, BNB. Hyper, PES. Non, mais il n'y a pas de hack sur Hyperliquid. Hein. Il n'y a pas eu de hack. Hein. Mais du coup, faut vraiment espérer qu'Ether envoie du signal positif, quoi. C'est soit la macro envoie des signaux positifs sur la crypto, soit Ether envoie des signaux positifs de par un nouveau narratif qui plaît, mais si on a ni l'un ni l'autre, bah là le marché il va rester chiant, hein, il va continuer de fondre. Et si par contre on a des signaux ultra négatifs sur la macro, bah je pense que le marché il va continuer de baisser. Massa ça donne quoi? Bah Massa comme toutes les autres altcoins, c'est pas explosif, hein. Pas explosif du tout même, hein. Il y a eu une grosse poussée sur Massa là, tu vois. Parce qu'il y avait un meme coin qui était sorti dessus. Et c'est tout, en fait. Tu vois, même chose, hein, là où je me suis fait vraiment déchirer, il faut le dire. Hein, je me suis fait déchirer, c'est sur Starknet. Hein. Mais je vous l'ai dit, ce bag, j'ai voulu le garder par ego. Bah, l'ego a eu raison de moi. Je l'ai gardé par ego parce que techniquement, pour moi, c'était béton, un peu comme Solana. Mais la différence avec Solana, c'est que bah, Solana, au-delà de la tech béton, il y a un écosystème. Alors que sur Starknet, il y a trop peu de volume, trop peu d'écosystème. C'est ça qui est dommage, parce que ça reste une tech de malade mental. Hein. Mais déjà... Ethereum ne valorise pas ce qui se passe sur Starknet. Vitalik en parle peu. En fait, Vitalik parle peu de l'écosystème. Ça, c'est un autre problème, à mon sens. C'est qu'il fait pas assez briller l'écosystème. Il nous fait ses articles de blog illisibles, à part pour les gros geeks, mais voilà. Et ouais, niveau écosystème, c'est pas trop ça Starknet. Alors il y a plein de choses qui sont faites sur Starknet. Hein. Pour que ça aille mieux, t'as Starknet Rosetta qui va permettre de plugger n'importe quelle wallet de n'importe quel écosystème à Starknet. Comme ça va leur permettre de faire venir plein de projets différents. T'as l'intégration d'IBC qui va arriver avec IBC V2, donc ça va être connecté à Cosmos, à Ether, à tous les layers 2, à Solana, etc. Donc ça va permettre aussi une interopérabilité de dingue. Donc ça va faire venir des liquidités. T'as une amélioration des performances qui fait que ça va être un des layers 2 ZK les plus performants qui soient. En fait, techniquement, tous les feux sont ouverts. C'est comme Cosmos. Cosmos, techniquement, fondamentalement, tous les feux sont ouverts. Mais comme il n'y a pas d'écosystème, et comme le jeton de l'écosystème, que ce soit Atom pour Cosmos ou Starknet pour Stark pour Starknet, bah ça sert pas à grand chose, entre parenthèses. Les gens ne les utilisent pas, ils ne spéculent pas sur le jeton, ils n'achètent pas le jeton pour faire des trucs. Bah ça fond comme le sucre, quoi. Atom, c'est pareil, c'est la fonte des glaces. Alors t'as eu un petit pump récent parce que ils ont envoyé plein de signaux positifs, mais ça reste terrible, quoi. Et même DYDX, donc moi vous le savez, je travaille avec eux. Et je vous ai sorti une vidéo récente, je vous ai fait des lives sur le sujet, mais DYDX, c'est pareil, c'est que l'exchange, il existe depuis des années, il y a du volume dessus, donc il y a une vraie utilité, il y a des vrais utilisateurs, il y a tout ce qu'il faut, mais le DYDX sert quasiment que à staker ou à servir de récompense aux traders actifs. Donc en fait, il y en a beaucoup pour de la pression vendeuse, mais quasiment pas pour de la pression acheteuse. Heureusement, il y a les buybacks qui arrivent, c'est signé, c'est validé, tout ce que vous voulez. Les buybacks vont se mettre en place la semaine prochaine. Donc maintenant, 25% des revenus nets du protocole vont servir à racheter du jeton DYDX. Les jetons rachetés vont être stakés. Et après, ce sera à la communauté de décider s'ils redépensent les jetons stakés, ou est-ce qu'ils les laissent là. Ce sera la communauté de gérer. Mais tu vas quand même avoir une pression acheteuse naturelle faite par les revenus du protocole. Donc, si ça plaît, peut-être que la communauté va aussi racheter du DYDX un petit peu de la même façon qu'ils achètent du hype, parce qu'ils partent du principe que le hype, il y a toujours cette pression acheteuse constante. Voilà. On est passé de la méta buyback and burn à buyback and stake, en fait. C'est pareil pour le JUP de Jupiter. Il y a aussi, je crois, 50% des revenus qui servent à buyback. J'ai l'impression qu'il faut se tourner sur ce qui se fait du revenu. Bah, c'est ce qu'on se disait déjà il y a un peu plus d'un an, tu vois. Mais regarde,
AAV, il faut du revenu. Il y a eu un petit pump à un moment donné. Pour autant, et c'est pas pour cracher sur AAV parce que c'est un bête de protocole, hein, le projet il est béton. Mais regarde la price action. C'est-à-dire que même quand les fondamentaux ils sont béton, bah le prix il tient pas quoi, tu vois. C'est horrible. Alors excuse-moi Snipou, j'avais pas eu ton message. On est d'accord que ETH depuis la L2 n'est plus la couche de sécurité. Ah, n'est plus que couche de sécurité. Du coup, le Ether ne sert plus qu'à des frais de gaz. En fait, le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. Je vais essayer d'identifier les problèmes pour moi de manière honnête sur Ether. Le premier problème, c'est qu'on est sur un marché qui va extrêmement vite et qu'Ether, ça va pas vite. En face d'un Solana, d'un Sui, de NIR Protocol, de machin bidule truc, entre ceux qui sortent surtout les narratifs, ceux qui ship, ceux qui font venir les meme coins, etc., ceux qui sont pas chers, etc. Ether, il fait un peu ringard. Malheureusement, il fait ringard. Et je suis désolé de le dire comme ça. Et pourtant, c'est un bête de projet, ils gèrent leur philosophie, c'est décentralisé, ils dépensent pas l'argent n'importe comment, ils font les trucs bien, mais voilà. Ensuite, pendant très longtemps, souvenez-vous, ça coûtait une couille d'utiliser Ethereum. Mais quand ça coûtait une couille, ça coûtait une couille parce qu'il y avait de l'utilisation. Aujourd'hui, ça coûte pas cher parce qu'il n'y a pas d'usage. Donc en fait, les gens ils se disent quoi ? Putain, mais il se passe rien sur Ethereum. Alors qu'en réalité, il se passe bien quelques trucs avec Base et tout. Mais le truc, c'est que on arrive plus à se dire putain, il se passe des trucs parce que face à ça, il y a Solana où t'as Pump Fund, t'as toujours des trucs qui sortent. Donc on se dit Ether, c'est l'ennui quoi. C'est l'ennui, c'est ringard et tout. Il y a toujours les gens qui sont pro layer 2, dont Vitalik. T'as les gens qui sont en mode il faut plus valoriser le L1. J'en fais partie. Et en fait, il faut placer le curseur entre les deux et c'est ce que va faire Ethereum. C'est qu'ils vont continuer d'avancer sur les L2 et ils vont continuer d'avancer sur le L1. Et tout le monde aura ce qu'il a demandé. Maintenant, ça soigne pas un problème. Parce que les anciens problèmes, en fait, on les règle tous un par un. C'est pas cher, ça va de plus en plus vite, ça scale, ça a pas bugué, parce que voilà, on a eu The Merge, ça n'a pas bugué. En fait, tout va bien, tu vois. Sauf l'usage. Parce qu'avant, quand t'étais une collection NFT prestigieuse, tu lançais sur Ether. Quand t'étais un protocole DeFi prestigieux, c'était Ether, il y avait même pas de Solana, ce que tu veux. Et progressivement, tu vois, ça se dit, ouais, je fais un peu VM, mais je fais aussi Solana. Tu vois, je pense à Ethena, notamment. Ou alors, AAV qui se disent, bon, on va faire notre chaîne, et puis on va commencer à aller sur Aptos. Donc, tu vois, ce côté un petit peu exclusif d'Ether, il commence à disparaître, et c'est ça qui sème le doute, en fait. Et en soi, c'est pas grave, parce qu'Ether, il est pas mort, il est très loin d'être mort, au niveau utilité, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste que, ils perdent ce côté, c'est Ether et pas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, ceux qui font de la musique ou qui font des montages vidéo un petit peu spécifiques, ils vont acheter un MacBook ou ils vont acheter un Mac, tu sais, les gros Mac sous forme de tour parce qu'ils savent que c'est sur Mac que ça se passe. Ceux qui font de l'IA, ils vont acheter une carte graphique Nvidia, même si AMD existe, même si Intel existe, même si d'autres boîtes existent, parce que c'est sur Nvidia que ça se passe. Et là c'est pareil, dans le marché des cryptos, le côté exclusif Ether, il se perd. Pump Fund, c'est de la merde en boîte. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Tu me dis, regarde, je te prends à ton propre argument, avec tout le respect que j'ai pour toi, bien entendu. Tu me dis, Pump Fund, c'est de la merde en boîte, pas une grande perte si le casino pump, end dump est sur Sol et la vraie DeFi, la vraie DeFi est sur Ether. Ok, bon. Quelle est la différence entre Pump Fund, les meme coins, maintenant, et les NFT il y a 3 ans? Est-ce qu'il y a 3 ans, on disait, ouais, Ether, c'est de la merde parce que les NFT, c'est de la merde et en ce moment, il se passe quasiment que des NFT sur Ether? Non, tu vois. Donc en fait, toutes les occasions sont bonnes pour dire que Solana, c'est que du sale. Mais sur Ether, on dit pas c'est que du sale. Alors que sur Ether, on a eu les ICO dans tous les sens avec des scams dans tous les sens sur les ICO. On a eu les NFT où c'était des scams dans tous les sens sur les NFT. Je veux dire, aucune différence. Si le marché a envie de faire de la merde, il fait de la merde. C'est le principe même d'un système permissionless. C'est que, voilà, le marché fait son truc, tu vois. Pump Fund, c'est pire, arrête, c'est casino de fou. Mais c'est pareil, c'est pas pire, c'est pareil. C'est pareil, gros. Quand on a eu les NFT, c'était une catastrophe aussi. On a eu les Bored Ape, et ensuite on a eu toutes les déclinaisons de bestioles du monde, que ce soit sur Ether et sur Sol. On a tout tenté, on a fait les chats, les chiens, les lamas, les chevaux, les ânes, et ce que tu veux, on les a tout fait. On a fait toutes les bestioles. On a fait les bestioles en 2D, on a fait les bestioles en 3D, on a fait les bestioles dans les métaverses, on a fait les bestioles en Play to Earn, click to earn, ce que tu veux, mec, c'était pareil. Me dis pas maintenant machin. C'est juste que maintenant on assume clairement le fait de dire le meme coin il sert à rien, alors qu'avant on mettait l'illusion que ça sert à quelque chose. Mais c'était pareil. Mais le vrai problème, c'est pas que ce soit l'illusion que ça sert à quelque chose ou pas. Le problème c'est que quasiment tout sert à rien.
C'est toujours le même problème. Je le répète à chaque fois. C'est qu'on pourrait se concentrer sur ce qui sert à quelque chose pour que quand tu t'adresses à tes potes dans la vraie vie, quand tu t'adresses à des gens dans la rue que tu lui parles de crypto, tu dises avec fierté, les cryptos, ça sert à ça, ça sert à ça. Aujourd'hui, tu peux dire Bitcoin, bah, ça sert à posséder sa monnaie, ça sert de paiement transfrontalier, ça sert de réserve de valeur, ça sert à plein de trucs. Les stablecoins, tu peux dire, voilà, ça permet de faciliter les paiements, pareil, transfrontalier, ce que tu veux, mais sorti de ça, tout sert à rien, tu vois. C'est pas des trucs qui sont utilisés au quotidien. Il y a aucun effort qui est fait pour ça. Il y a que des campagnes incitatives avec du farming. Donc c'est juste du très court terme avec du farming, mais jamais long terme. À un moment donné, il va falloir se concentrer sur les gens du monde réel, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on l'a vu dans le chat, hein, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont gagné des sous, mais ces trucs-là, on les utilise pas. On spécule, on fait que spéculer, farmer, farmer. Y a que ça. Et du coup, c'est l'occasion de faire le petit switch sur le partenaire de cette émission habituelle, Bitpanda. Alors, c'est pas Brain des Bitpanda, excusez-moi, parce que je suis passé sur OBS de peur de bugger. Mais Bitpanda, partenaire de Coin Academy. D'ailleurs, on a un concours en ce moment même avec eux pour vous faire gagner des places pour aller voir un match du PSG. Faut que je retrouve ça tout de suite. Ah bah, je l'ai noté dans ma liste. Si jamais vous voulez participer, les potes. Oula, le contrôle F, il est dur, hein. Okay. Petit concours au calme. Flux et Bitcoin. Faut que je regarde Flux. T'es le deuxième à m'en parler. Flux. Voilà. Pour participer, il y a juste à follow, like et RT, taguer un pote en commentaire. Voilà. Tout simplement. Avec la possibilité de gagner 2 places pour le PSG Nice 25 avril. Donc dépêchez-vous. Hein, c'est sous peu. D'ailleurs, faut qu'on fasse le tirage demain, je pense. Donc dépêchez-vous. Et mis à part ça, Bitpanda, voilà, vous permet d'investir dans les crypto-monnaies, évidemment, mais aussi dans les actions, les ETF, les indices, etc. Et je regarde un petit peu le marché TradFi de loin. Et tu vois, pareil, hein, niveau finance traditionnelle, c'est pas non plus fameux. Hein. Alors Nvidia, ça va. On est à moins de 30% depuis le top actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre après Apple? Je peux pas regarder les performances depuis le top, mais à mon avis, c'est un peu terrifiant aussi. Ouais, c'est peut-être un peu moins violent. On est plus sur du moins 30% chez Apple. Il y a quoi d'autre? Il y a Microsoft qu'on peut regarder. Là, je prends juste les actifs de boomer. Hein. Ouais, Microsoft, ça doit être à moins 30% aussi. Bon, bref, tu vois. En fait, t'as Trump qui met la pression à la Fed pour qu'elle baisse ses taux, t'as la Fed qui veut pas craquer, t'as en même temps la petite confrontation avec la Chine. Donc on attend juste un petit signal macro positif. En fait, ce qu'on veut, c'est un signal macro positif où le marché traditionnel ça pump, si possible les cryptos ça pump en même temps, pour se dire bon c'est bon, on peut souffler un petit peu quoi. Petit débat dans le chat, désolé j'ai pas suivi le débat. Donc voilà, Bitpanda, mettre le petit lien. Vous avez le lien aussi en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube lors de la rediffusion. Donc vous pouvez investir dans les actions, les ETF, les métaux précieux comme l'or. Alors certains diront que c'est plus le moment d'acheter de l'or parce qu'il est déjà trop haut, fallait en acheter avant. Ça s'entend aussi. Voilà. Vous avez toutes ces opportunités là. Je sais que alors est-ce qu'ils font ouais, il y a le gaz naturel. Brent, voilà. C'est le pétrole qu'ils font en ce moment, ouais. C'est ça, hein. J'ai vu que le prix à la pompe avait bien chuté, donc il y a peut-être des opportunités aussi sur le pétrole. Je ne sais pas, je ne connais pas ce marché. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes ces possibilités-là, tout sur la même plateforme. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Bitpanda, c'est que ça vous permet de vous diversifier, vous avez tout sur la même plateforme. Bien entendu, si vous achetez en euros, bon bah quand vous revendrez après une action ou autre, bah il y a des impôts à payer évidemment. Si vous avez fait une plus-value en crypto, ou une moins-value d'ailleurs, il y a un événement fiscal. Si vous faites une moins-value, bah, faut quand même le déclarer. Si vous faites une plus-value, faut le déclarer et faut payer l'impôt. Et ensuite, quand vous ferez encore une plus-value sur une action, si je vous le souhaite, vous faites une plus-value en action, vous aurez un impôt à payer encore une fois. Mais dans tous les cas, vous allez payer un impôt. Voilà. Vous n'allez pas payer le double d'impôt, c'est juste que, comment vous expliquer ça? Si tu fais x2 d'un côté, ou que tu fais x2 de l'autre, ou que tu fais d'abord la moitié de ton x2 d'un côté, puis ta moitié de la x2 de l'autre, dans tous les cas, tu vas payer un impôt, quoi. Personne n'est broke avec les alts, celui qui est là depuis 5 ans a les poches pleines. Alors ça dépend. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont là depuis 5 ans et qui n'ont pas fait des performances de fou, pour la simple et bonne raison qu'ils sont restés accrochés à certaines conditions. Par exemple, ceux qui ont voulu surbet sur Ether et faire un all-in Ether, il y a moyen qu'il y a des déçus, tu vois. Alors si tu l'as acheté dans ces zones-là, ça va, mais si tu l'as acheté un peu haut, l'Ether, il y a moyen d'être déçu, tu vois. Pour ça que tu peux te diversifier un petit peu, mais pas trop. Pour ceux qui m'écoutent, si vous êtes sur 20 ou 30 alts, c'est une bêtise. Bêtise que j'ai fait. Ne vous dispersez pas trop. Franchement, 10 alts, c'est déjà beaucoup trop, je pense. Allez en dessous. Prenez un bet. Voilà, un peu de BTC, un peu d'autres choses parce que, je sais pas, vous êtes branché Sol, Hype, Ether sur le rebond, narratif IA, peu importe. La plupart des alts se suivent, oui et non. Elles se suivent dans la montée, mais surtout dans la baisse. Hein. Mais, ouais, vous diversifiez
Ne vous dispersez pas trop sur les altes. Si vous êtes branché par les altes, hein. Si vous êtes plus conservateur, Bitcoin c'est bien aussi. Voilà, et moi je vais surveiller un petit peu la TradFi parce que c'est vrai que cette Nvidia, il tente, hein. Même s'il a monté, évidemment il a monté de façon totalement abusée. Et comme certains altcoins, j'ai envie de te dire, hein, quand t'as connu les altcoins, plus rien ne te choque. Mais Nvidia, il y a des revenus, il y a une belle boîte, c'est carré. Et puis ils ont pas l'ombre d'une conférence pour le moment, hein, sur le hardware allié. AMD existe, mais AMD ça ne brille pas comme Nvidia. De toute façon, ça se ressent sur le prix d'ailleurs. Et peut-être un jour Intel qui sortira de l'ombre. C'est mal parti, mais ils ont changé de CEO et ils vont peut-être, si vous voulez, Intel ils font des processeurs, mais ils ont aussi une usine de production. Ils vont peut-être partager l'usine de production avec d'autres. Donc ils ont peut-être d'autres rentrées de cash qui pourraient arriver. Donc très intéressant ce qui pourrait se passer sur Intel. Par contre, là je parle des bonnes nouvelles habituelles, c'est-à-dire on espère avoir un petit peu de chaleureux, un petit peu de bonheur sur le marché tradi via Trump ou via la Fed, mais il y a aussi une autre théorie qui pourrait se passer, c'est que les US ça devient bearish parce que la Chine arrive en force et certains marchés émergents arrivent en force comme l'Inde, etc. Et je vous avoue que sur ce sujet-là, je connais pas le marché indien, je connais pas le marché Japon, je connais pas la Chine, mais ce sera avec grand plaisir de m'y intéresser avec vous, parce qu'il y a moyen que dans les pays émergents, il y a des sous à faire, franchement. Parce qu'on s'est habitué toute notre vie à manger, boire, pisser américain, tu vois, à consommer des jeux vidéo américains, des séries américaines, des films américains, des actions américaines, des système d'exploitation américain, hardware américain, tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'à un moment donné, les gars, on va s'ouvrir à plus de marchés. Hein. Tu vois, déjà, si l'Europe, elle commence à faire des deals avec la Chine, ne serait-ce que pour les voitures électriques et tout, ça se trouve, on va de plus en plus faire du bise avec les Chinois, quoi. Il faut l'ongle la Chine. Peut-être. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Je m'étais noté quelques actus aussi. Ça fait combien de temps qu'on est en live, non? Ça fait 1 heure, ok, carré. Parfait, on est bien dans le format. Alors avant d'attaquer sur les actualités, je vous ai sorti, pour ceux qui n'étaient pas là dans mon live d'hier, je crois c'était hier, je vous ai sorti un article très complet que vous pouvez retrouver sur Coin Academy où je fais le point sur toute la roadmap de DYDX. Donc il y a la petite vidéo qui va avec d'ailleurs. Je vous mets le lien en description de la vidéo et de l'article pour ceux qui écouteront sur YouTube et je vous le mets dans le chat. Pour faire très court, je vous parle de l'interopérabilité qui arrive avec IBC Eureka, du fait que DYDX va devenir compatible EVM justement grâce aux travaux qui sont faits dans l'écosystème Cosmos, que bientôt il y aura multi-asset margining ou multi-asset collatéral, vous allez pouvoir déposer d'autres actifs que l'USDC pour vous en sortir de garantie pour le trading sur marge. Ensuite, je vous fais la différence entre les bridges et IBC en termes de sécurité. Je vous parle également du programme de buyback de DYDX qui pour le moment est à 25% des revenus et qui pourrait monter à plus s'il y a un vote de gouvernance à ce sujet. Je vous dis également que les investisseurs de DYDX vont bientôt débloquer tous leurs jetons. Je crois que la fin des déblocages se fait en juin 2026, donc il y aura plus de pression vendeuse de la part des investisseurs. Voilà, et on sait également qu'il va y avoir des reward assets qui pourraient être listés, les marchés spot qui pourraient être listés, merci à ABC. Le pré-market également, pour faire comme Aevo, Hyperliquid, il y a qui d'autre qui fait du pré-market? Bah après les exchanges centralisés, hein. Je crois que BitGet en fait. L'open sourcing de EVMOS qui permet l'EVM sur toutes les chaînes du Cosmos SDK. Et également pour ceux qui font du trading si ça vous intéresse. Parce que d'un côté on a Hyperliquid qui va faire un nouvel airdrop, on sait pas quand. Très probablement dès qu'il y aura une petite baisse d'activité sur Hyperliquid, hop, ça va dégainer l'airdrop, donc ça se trouve, ça se passera même pas en 2025, je ne sais pas. Eh bien, DYDX, eux, chaque mois, vous permet, si vous êtes trader actif, de toucher du jeton DYDX. En gros, vous utilisez la plateforme, soit vous faites du trading, soit j'imagine, vous utilisez le Megavolt, soit vous faites du staking, soit vous allez sur les marchés boostés, etc. Vous cumulez des points, vous pouvez suivre ensuite vos points sur le dashboard DYDX. Voilà, vous pouvez voir les tops. Et au bout d'un mois, chaque mois, pour les 9 prochains mois, donc de avril à décembre, et ben ceux qui auront chopé suffisamment de points toucheront des jetons DYDX. Donc il y a moyen potentiellement de trader gratuit, plus ou moins, où vous payez effectivement des frais de trading d'un côté sur DYDX, mais si vous faites suffisamment de frais, vous faites suffisamment de points, et si vous faites suffisamment de points, vous récupérez des DYDX qui pourraient rembourser vos frais. Donc ça peut valoir le coup pour ceux qui veulent jouer le bet. Pour ceux qui sont intéressés au staking, je vous ai mis un tuto. Pour ce qui est de la lenteur DYDX, il y a des mises à jour qui sont faites chaque semaine, m'a dit Charles, de la DYDX Foundation, pour améliorer la réactivité du front-end aussi. Si jamais tu veux retester la plateforme, c'est censé aller de plus en plus vite côté front-end. Ils travaillent dessus. Donc je vous remets le lien, et si jamais vous n'utilisez pas encore la plateforme et que vous voulez tester, je vous mets mon lien affilié DYDX, hop, pour me soutenir. J'enchaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, il y a un film sur Vitalik qu'il faut que je regarde. Il y a aussi la fondation Cosmos.
j'ai appris récemment que la fondation Cosmos détient quand même une belle trésorerie. Ils détiennent 74 millions de dollars en cash, enfin en fiat, et 172 millions de dollars en différentes cryptos. Donc ils ont quand même de quoi arroser pour les développements sur le Cosmos SDK, sur IBC, sur le Cosmos Hub. Donc je continuerai de vous parler du Cosmos Hub évidemment. On a une petite pointe de transactions par seconde sur MegaETH également. On a fait une pointe à 1300 transactions par seconde. Au-delà, ça bug un peu, hein, pas vous mentir. Mais je pense qu'ils vont améliorer tout ça. Même encore actuellement, il y a 1300. Alors comment ils poussent l'activité sur MegaETH? Très simple. En fait, il y a un petit jeu à la con que je vais vous montrer tout de suite, où tu peux tester MegaETH. En fait, chaque déplacement dans le jeu est une transaction on-chain. En attendant que ça charge, on me demande dans le chat, je cherche un setup en 14 pouces, j'imagine, pour taffer et jouer, tu penses quoi? Alors, pour jouer, vite. 14 pouces pour jouer, tu vas vraiment pas aimer. Je te le dis sincèrement. Si tu veux jouer, va sur du 15 ou du 16 pouces. Et même pour taffer, regarde, c'est simple. En face de moi, j'ai 16 pouces. À ma droite, pour lire le chat, j'ai 14 pouces. 14 pouces, c'est vraiment petit. Si c'était à refaire, je prendrais pas 14 pouces. Après, tu fais ce que tu veux, hein, frérot, hein, mais prends un petit peu plus. Et sinon, voilà, un petit Ryzen 7 4060 pour jouer, ça passe. Tu fermes pas le monade, non. Bref, du coup, l'autre jour, le jeu ne marchait pas. Est-ce que cette fois, le jeu marche? Oui, carré. Bon, vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur une flèche, ça fait une transaction on-chain. Il m'a troll. Bon, mais du coup, c'est comme ça qu'on a les transactions. Tu fermes pas Monade, pas intéressant? Tu sais, moi, j'ai les airdrops et tout, j'ai jamais beaucoup farmé. J'ai déjà raté Hype, c'est vrai, et Jito, mais il y a plein de trucs où j'aurais passé du temps dessus, j'aurais juste perdu mon temps, en fait. Donc, je préfère être concentré sur autre chose. Ou alors, faut farmer des trucs moins connus, parce que justement, il y a moins de participants, donc il y a des choses à faire. Écoutez, dans mes petites notes, on est bon, sauf le Coin Hebdo, évidemment. Bon, le Coin Hebdo, c'est parti. On fait le point sur les actualités rapidement. Une panne chez AWS. Ouais, cette semaine, on a eu Amazon Web Service qui a planté. Et du coup, il y a plein de sites qui ne fonctionnaient pas correctement. Et du coup, Jeff d'Hyperliquid en a profité pour dire Hyperliquid n'a pas planté cette semaine. Même chose pour DYDX aussi, bien entendu. Et pour Jupiter et tout ce qui se passe on-chain. Et ça, c'est cool. Ensuite, on a Hyperliquid qui devient clairement leader des dérivés on-chain. Donc là, ça devient vraiment fou. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a toujours cette envie de croquer les prochains airdrops. D'ailleurs, on a une vidéo qui arrive à ce sujet-là avec Egri sur la chaîne de Coin Academy très bientôt. Elle est prête. Faut juste la re-review un petit peu et ça part. On a aussi le fait que c'est rapide. Voilà, ça lag pas, ça fonctionne bien, etc. C'est pas cher. Et du coup, il y a ce petit côté vent en poupe. Mais, je vous le dis, je bosse avec DYDX. J'espère que DYDX va vraiment profiter de tout ce qui se passe sur l'écosystème Cosmos pour reprendre un petit peu du terrain. Je m'attends aussi à ce qu'il se passe des choses sur Jupiter, honnêtement. Ça reste l'écosystème Solana, ils vont pas se laisser faire. Et pour ceux qui connaissent pas Apex, c'est le DEX de Bybit on-chain. Voilà. Et aux mains courantes. Voilà, ensuite, il y a toujours cette rumeur de la Maison Blanche qui pourrait trouver des solutions pour augmenter sa réserve de Bitcoin, notamment le fait de réévaluer, comment ils appellent ça, des certificats or. Voilà, ils ont des certificats or qui sont évalués encore au cours de 42 $ le certificat d'once d'or, alors que le cours est actuellement à 3200. Donc ça, je pense que c'est une cartouche qui garde vraiment au cas où on reste sur des spéculations. Voilà, je voulais vous en parler, mais c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu brassage de vent ce qui se passe à ce sujet-là. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les États-Unis continuent d'accumuler du Bitcoin et poussent potentiellement les autres gouvernements à le faire pour que, en parallèle de l'or et d'autres actifs, le Bitcoin soit un vrai actif qui définit la richesse d'un gouvernement d'une certaine façon. La Chine face à un dilemme, alors là c'est pareil, on le sait depuis très longtemps, officiellement la Chine empêche les activités en Bitcoin, en crypto de manière générale d'ailleurs, tout ce qui est mining, achat, vente, etc. Voilà, ce n'est pas autorisé, mais dans le même temps, ils ont déjà saisi énormément de Bitcoin par rapport à des fraudes, des affaires de blanchiment et autres, et on estime à 190 000 Bitcoins, ce qui est assez énorme, la détention de Bitcoin en Chine. Donc du coup, la question se pose. Ils en vendent un petit peu la Chine parce que ça fait du flic, évidemment, mais il faut rester discret. Et d'un autre côté, si les États-Unis lancent cette mouvance de les gouvernements doivent avoir des réserves en Bitcoin, peut-être que la Chine officialisera sa réserve. Moi, pareil, à ce sujet-là, je pense que la Chine garde les Bitcoins sous le coude et n'a pas d'intérêt à en vendre des caisses et des caisses et des caisses. Mais je les vois mal officialiser le truc. En tout cas, tant que Xi Jinping restera le président. Parce qu'ils ont trop fait le coup de... la crypto, le mining, c'est pas écolo. Nous, à horizon 2050, on veut un net zéro government, etc. Nous, on est des écolos. Bref, c'est la propagande, quoi. Et du coup, je les vois mal retourner leur veste parce que la Chine n'est pas du tout du genre à retourner sa veste.
historiquement, sauf pour dire on bannit, on débannit, le mining de Bitcoin. Voilà. Mais ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas retourné leur veste à ce sujet-là. Pour le reste, ils sont assez constants. Ensuite, on en a parlé, voilà, mantra, gros dump du jeton, et du coup, pour essayer de sauver les meubles, le fondateur propose de burn une partie de ses jetons à lui, et pas ceux de l'équipe. Affaire à suivre, voilà. En tout cas, ça n'a pas non plus sauvé les meubles à court terme, hein, qu'on se le dise. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que plus de 90% de l'offre de jetons, elle est détenue par la team, donc forcément, même si t'en burn une partie, ils ont quand même trop de supply du jeton. Et ensuite, on a Powell, directeur de la Fed, qui nous dit que les États-Unis ont été trop agressifs vis-à-vis des cryptos et qu'il va falloir assouplir tout ça et qu'il va falloir s'adapter aux crypto-monnaies et pousser le système bancaire à s'adapter aux crypto-monnaies. Voilà. Donc ça aussi, une news extrêmement positive, mais pour autant, le marché s'en tape parce que la tendance en ce moment, elle est bear. Voilà. Donc une tendance bear qui peut changer à tout moment avec des prix qui montent, et les prix qui montent seront drivés par des nouvelles qui sont extrêmement positives, nouvelles qui donneront envie de spéculer tout simplement. Et après, vous connaissez, c'est un cercle vertueux, le prix qui monte amène le prix qui monte, amène l'envie d'investir, l'envie de prendre des risques, etc. Et ça passe par une baisse des taux. Donc tant que le bras de fer entre Trump et la Fed restera sur un Trump qui veut baisser les taux et une Fed qui veut pas baisser les taux, on en restera dans cette situation-là, je pense. Parce que baisse des taux égale argent pas cher, égale prise de risque, investissement, immobilier, action, création d'entreprise, crypto, tout ce que vous voulez. Donc on a envie d'une baisse des taux, et dès que ça va commencer à call une première baisse des taux, ça va pricer l'information, et quand on va acter la baisse des taux, ça va probablement pricer positivement l'information. Voilà, c'est ça qu'on attend. En tout cas, il est clair que sorti des alts, Bitcoin n'a pas baissé trop fort, hein. Bitcoin tient bien, hein. On espère qu'il tiendra longtemps d'ailleurs. Donc j'espère que cette émission vous aura plu. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Vous avez bien entendu tous les liens utiles en description. Et je me permets, voilà, comme j'ai fait l'émission tout seul et que j'ai été très inactif pendant très longtemps sur YouTube, j'ai été puni, mais c'est pas grave. Je connais YouTube, ça se passe toujours comme ça. Voilà, j'ai pas sorti de vidéo depuis plus de 2 mois, pardon. Et ben voilà, ma dernière vidéo, elle a totalement bidé. Qu'on le dise, elle a totalement bidé. Mais c'est pas grave parce que vous allez m'aider à reprendre un petit peu d'activité. La vidéo est vraiment bien, hein. Pour le coup, je l'ai montée avec amour, la vidéo est bien, donc si vous voulez vous regarder ça après cette émission, que ce soit le live ou la rediffusion sur YouTube, eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, on se retrouve cette semaine, je pense, pour un nouveau live, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles émissions, des nouveaux articles, etc. Ciao tout le monde.